Bien, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, merci à tous d'être venus, malgré la situation sanitaire qui peut rendre les choses un peu compliquées. Ça nous fait tout particulièrement plaisir dans ces conditions-là. Alors, bienvenue à l'édition 2020 de Sciences en cours. Sciences en cours, qu'est-ce que c'est? C'est dans le titre, hein. C'est des sciences et des courts-métrages. Donc c'est un festival de très courts métrages de vulgarisation scientifique qui sont réalisés par des doctorants. Et à la fin de la soirée, les courts métrages seront récompensés par plusieurs prix. Et notamment votre prix, public ici, le prix du public. Donc on procédera à un vote en utilisant l'application Klaxoon qui vous permettra de voter pour votre film préféré que vous aurez vu ce soir. Et aussi un vote du jury. Et qui dit vote du jury dit jury. C'est bien. Du coup, on a ce soir dans le jury Romain de la chaîne L'Envers de la Blouse, de la chaîne YouTube L'Envers de la Blouse. Hop, Romain Perasco. On a Marie Hilary, qui est journaliste à Sciences Ouest, tout à fait journaliste scientifique à Sciences Ouest. Et on a Christian Delamarche, professeur retraité de l'Université de Rennes, et qui remettront, eux, de leur côté, leur prix de leur film préféré. Donc cette année, on a deux films. Un film rennais par trois réalisateurs de Rennes, qui sont ici présents. C'est tout cool. Et un film de Brest, brestois, avec deux réalisateurs de Brest qui n'ont pas pu faire le déplacement ce soir, mais qu'on aura en visio pour une séance de questions-réponses. Voilà. Donc, ce sont des films réalisés par des doctorants. Donc, qui dit doctorat dit recherche. Mais bon, est-ce qu'on sait vraiment tous ce que c'est que la recherche? Pas forcément. Est-ce qu'on sait tous vraiment ce que c'est que le doctorat? Pas forcément non plus. Et bien nos confrères de La Rochelle, qui font un festival très similaire au nôtre, ont réalisé deux petits micro-trottoirs pour tenter de répondre à ces questions et qui vont constituer une parfaite introduction pour notre festival de cette année. Bien. On voit que c'est pas la reine. C'est beau. Tiens, Nicolas, ouais. J'étais en train de regarder les participants à la Sciences en cours de cette année. Ouais. Et en fait, sur 5 participants, il y a 4 garçons. Ça fait quand même... c'est un peu déséquilibré, non? Un peu. Après, ça ne me surprend pas. On avait dit premier arrivé, premier servi. On n'avait quand même pas s'attendre à ce que les filles elles réagissent rapidement. Excuse-moi. Ça se sait, les filles elles sont quand même vachement moins réactives que les garçons. Il n'y a qu'à voir comment elles conduisent. Bah non, mais justement, ça il me semblait que c'était un biais de confirmation. Un quoi? Un biais de confirmation. Tu sais, le fait que si une femme provoque un accident, bah, ça renforce l'idée que les femmes elles causent plus d'accidents, alors que si c'est un homme, le fait que ce soit un homme, on y prête moins attention. Ouais, enfin, peut-être, mais là on parle pas de conduite, on parle de réactivité. Les femmes sont moins réactives que les hommes, c'est tout, c'est comme ça. Enfin, tu peux pas affirmer une chose pareille, Didier. Et vous dites rien. Enfin, c'est des propos quand même assez misogynes. Enfin non, Didier, si tu veux affirmer des telles choses, faut apporter des preuves. Non mais j'ai pas besoin d'apporter des preuves. Enfin, je suis quand même le plus grand expert international sur la réactivité. Enfin, expert ou pas expert, je suis désolé, si t'as pas le consensus scientifique avec toi, non, t'apportes des preuves. Ok, tu veux qu'on fasse une expérience? Là, ce soir. Et pourquoi pas, le public, vous êtes d'accord? Dans le public. Ouais, pourquoi pas, vas-y. Ok, on va faire ça. Tiens, j'ai un protocole. Ah, vas-y. On prend un groupe d'individus mâles et individus femelles de l'autre. On les invite à descendre en trottinette, une pente à 45 degrés. On leur demande d'aller le plus vite possible et de freiner qu'au dernier moment, avant de se prendre, ou non, un mur de briques. Là, ceux dont la réactivité est élevée s'en sortiront indemnes, tandis que les moins réactifs finiront avec le visage écrasé, ratatiné, complètement compressé, comme si on avait non, on va pas faire ça, non.
On peut faire ça avec des rats. Des rats, vraiment. En trottinette. Ouais. Tu vois, pas d'avant. Histoire de guidon, pour être. Si on utilise des skateboards. Non, mais pourquoi tu fais pas plus simple? Ouais, franchement, regarde, t'as un public là. Tu pourrais t'en servir. Genre, tu leur demandes de lever la main et tu chronomètres combien de temps il leur faut. J'ai une idée. Et si on demande au public? Par exemple, on leur demande de réaliser une tâche simple, comme lever la main, à un signal donné, comme quand je tape du pied. Mais c'est ce que j'ai. Ok, écoute, je te laisse gérer ça. Moi, je vais chercher les formulaires de consentement. Et quoi? Laisse tomber. Ok. Passons à l'expérience. Mesdames, messieurs, soyez bien attentifs. Dans quelques instants, je vais taper du pied. Et à ce moment précis, mais pas avant, ni après, au moment précis où la semelle de ma chaussure percutera le plancher du sol, vous devrez alors, le plus rapidement possible, lever la main. Dès lors, un système de captation vidéo équipant cette salle, hautement perfectionné, analysera vos moindres faits et gestes, captera tous vos mouvements, détectera pour chacun d'entre vous si vous êtes un homme ou une femme, et chronométrera votre temps de réactivité entre le moment où j'aurai tapé du pied et le moment où vous aurez levé la main. Nous disposons dès lors de données statistiques que nous pourrons utiliser pour démontrer que les hommes sont bel et bien plus réactifs que les femmes. Ou l'inverse. Oui, ou l'inverse. Bien, vous êtes prêts? 5, 4, 3... Pas mal. Bien, en attendant les résultats, je vous propose de regarder le premier film de Science en cours, Un meurtre obscur, réalisé par Milan et Fabio. Détective Morvan, j'écoute. C'est l'inspecteur Dumas. Il y a eu un meurtre, on m'a dit au club à une table de poker. Toi, les scientifiques, vous êtes sur le coup. Je l'ai envoyé chez toi. Il va arriver d'un moment à un autre. Ne déçois pas. J'ai ramené le matériel. Malibu Club, 23h59. Le crime s'est déroulé autour d'une table de poker. 6 joueurs étaient présents ce soir-là, ainsi qu'un croupier. Notre victime était accompagné de sa femme. La partie était déjà bien entamée et les joueurs étaient armés. Au fond de la salle, une autre personne était présente. Le voiturier, qui s'occupait de la récompense, une voiture de luxe. 3 caméras étaient installées autour de la table, pour dissuader ainsi les tricheurs. 1 minute plus tard, la lumière s'est éteinte. Et un coup de feu s'est fait entendre. Les lumières se sont ensuite rallumées, et notre victime était morte. Parce qu'on a été plongé dans le noir, les caméras, elles ont rien pu voir. Mais par contre, elles ont pu entendre. On va pouvoir donc localiser d'où vient le coup de feu et ainsi identifier le tueur. Et tout cela est possible grâce à l'acoustique. Comment ça l'acoustique ? L'acoustique, c'est l'étude des ondes sonores, de leur origine à leur fin. On cherche à observer leur évolution et leur interaction avec le monde qui les entoure. Les ondes sonores, elles sont présentes partout dans notre monde. Enfin presque, sauf dans l'espace. Et nous, les humains, on cherche à les utiliser de plein de manières différentes. Typiquement en communiquant entre nous, par la parole, ou par la musique, ou même par divers sons. Mais on peut utiliser ces ondes pour d'autres fins, telles que l'échographie, où on va visualiser l'intérieur du corps humain grâce aux échos, mais aussi écouter dans la nature, pour comprendre le comportement de certains animaux, ou même chercher à localiser des sources. Continuez mon cher, je vous écoute. Une onde sonore, elle a une origine. Elle est toujours créée par quelque chose ou quelqu'un. La plupart du temps, cette onde sonore, elle est sous forme de sphère. Elle va partir de l'origine, et elle va grandir, et rentrer en contact avec son environnement, et interagir avec celui-ci. Nous, nos oreilles et les micros, elles vont capter cette onde.
et on va comprendre ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que le son se déplace à une vitesse constante. Dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Connaître la vitesse du son, ça permet de savoir à quelle distance se situe la source de nous ou des micros. Par exemple, prenez un orage, vous regardez par la fenêtre et vous voyez un éclair. La lumière, elle est 1 million de fois plus rapide que le son. Vous allez donc voir l'éclair instantanément, alors que le son de l'éclair, vous allez l'entendre quelques secondes après. Si vous comptez les secondes entre le moment où vous voyez l'éclair et le moment où vous l'entendez, et que vous multipliez ce temps par 0,3, vous connaîtrez alors la distance de l'orage de vous. Bref, continuons. Revenons maintenant à notre meurtre, et à ce fameux coup de feu. Cette fois, on ne voit pas le coup de feu, mais on a le son de nos 3 caméras. Imaginons que le coup de feu a été tiré à minuit pile et environ à cet endroit de la salle. Maintenant, on va compter le temps que l'onde arrive au micro le plus proche. Ce temps, on le convertit en distance, et comme on ne sait pas la direction du coup de feu, je rappelle qu'on est aveugle, et ben on trace un cercle autour du micro, avec pour rayon la distance. On répète ensuite ce procédé pour les 2 autres micros, et vous voyez qu'on obtient un triangle. C'est dans ce triangle que se trouve l'origine du coup de feu. Ce procédé s'appelle la triangulation. Et les 3 caméras seraient suffisantes? Le problème ici est que nous ne savons pas quand a été tiré le coup de feu. Pour ça, on va utiliser le retournement temporel. On va retourner le temps. On va partir du présent et on va aller dans le passé. Pour ça, on va considérer que nos 3 caméras sont des sources, typiquement des haut-parleurs, et elles vont émettre ce qu'elles ont capté, le coup de feu. La première caméra à émettre sera la dernière à avoir capté le coup de feu. Chaque caméra va émettre son onde sonore, donc une sphère va se propager et elles vont toutes se déplacer vers le même point, l'origine du coup de feu, notre tireur. Cela voudrait donc dire que le tireur est celui-là. Cela est évident. Le tireur est Monsieur Bradbury. Il faut en prévenir le commissariat. Vite! Ici le détective Morvan. Passez-moi l'inspecteur Dumas. Oui, nous avons découvert qui est le tireur. Oui, c'est ça, au Malibu Club. Ok, très bien. C'est un meurtre au couteau. Bien, j'espère que vous aimez les Larsen. On va faire une tentative de visio. Alors, d'abord, parce que Milan et Fabio sont en visio avec nous. Est-ce que vous pouvez déjà les applaudir? Normalement, dans quelques instants, si la régie réussit à connecter, on va les avoir derrière moi et on va les entendre. Alors, Grégoire et Mathieu à la régie, je peux les applaudir aussi. Très bien. On vous entend, il a les applaudir. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je vais d'abord me tourner vers le public pour savoir si le public a des questions à vous poser. Non? Du coup, je vais commencer. Vous parlez dans votre film donc, de localisation en utilisant l'acoustique. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'applications où l'acoustique peut être utilisée pour localiser des objets? Ouais, en gros, là, typiquement, là, celle qu'on utilise, c'est là pour retrouver dans l'air une source, mais ça peut être aussi pas dans l'air, mais dans l'eau. Donc, typiquement, retrouver des sous-marins, typiquement, quand on travaille dans l'armée, ça va être des sous-marins, mais aussi des animaux. Et en fait, par exemple, l'exemple le plus connu, c'est retrouver l'origine d'un séisme. En fait, un séisme, ça émet des ondes acoustiques et on peut chercher à savoir d'où vient l'épicentre, où est l'épicentre dans les événements du monde. Donc, on peut utiliser l'acoustique. Ça.
Et il me semble que vous-même, vous utilisez ça dans votre thèse tous les deux. Alors, oui, la localisation, oui, plutôt, moi, c'est plus au niveau de la détection des émissions sonores. Donc, je travaille sur les mammifères marins, donc l'émission sonore des mammifères marins. Et moi, oui, c'est le sujet de ma thèse. Je cherche à localiser des sources, mais du coup, pas dans l'air, là on a du métrage, mais dans l'eau. Et donc, comme je disais, des sous-marins, des mines, des trucs. Ok. Peut-être que ça a débloqué certaines questions du public. Ouais. Pour rebondir sur ce qui vient d'être demandé, qu'est-ce que ça change quand on est dans l'eau? Alors je vais appeler à la question du public. Qu'est-ce que ça change quand on est dans l'eau? Comme ça, on ne va dire pas grand-chose, parce qu'en gros, à part la vitesse du son dans l'eau, elle est beaucoup plus rapide. Donc, c'est pas lui 340 mètres par seconde, mais c'est 1500, ou dans l'ordre de 1500. Mais ce qui change énormément, en fait, c'est surtout que dans l'air, l'onde, elle est très peu changée. Alors que dans l'eau, l'onde, elle va être modifiée par tout ce qui se passe dans l'eau. Donc, les vagues, etc., vont modifier l'onde sonore. Si on ne prend pas ça en compte, bah, ça Et on aura tout ce qui est fait de réverbération. Enfin, les échos dans l'eau aussi, avec les différentes. Donc si on réagit par rapport à votre film, dans l'eau, au lieu d'avoir des jolis cercles bien réguliers, on aurait des trucs un peu discordus en fonction des mesures, des vagues, etc. Ça n'ira pas partout à la même vitesse. Donc, du coup, parce que la vitesse va être dépendante de la température. Donc, plus on est au fond, plus la température va être froide, donc c'est pas la même. Ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers une thèse dans ce domaine? Moi, c'était un hasard. J'avais fait une licence de physique et en fait, à la fin de la licence, je voulais être dans le son, mais plus le son musical, etc. Donc l'acoustique musicale. Donc je suis allé en master d'acoustique et c'est là que j'ai découvert tout ce pan d'acoustique plus pas musical, mais comment dire physique, on dit, c'est-à-dire tous ces phénomènes physiques à aller chercher des sources, etc., qui ne sont pas forcément liés à la musique et un peu plus liés à d'autres aspects. Alors pour moi, c'était aussi un hasard plutôt voulu, on va dire, parce que du coup, j'ai fait un master en écologie, en biologie marine, et via une matière, en fait, j'ai découvert étudier les mammifères marins via leur acoustique, et les émissions sonores qu'ils produisent, et du coup, j'ai trouvé un stage dans un laboratoire sur ce thème-là, et ça m'a énormément plu, et du coup, j'ai fait en sorte de pouvoir continuer sur le même projet, dans la même équipe en thèse. Ok, super. Je crois qu'on a une question dans le public. Oui, je voulais savoir, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes en thèse, mais pour la localisation, du coup, c'est à peu près sur quelle distance que vous seriez capable de... Ok. Est-ce que vous avez bien entendu la question? Sur, Le début, mais pas la fin. sur la triangulation, vous êtes sur une échelle de quelle distance pour localiser la source? Dans l'eau, en fait, on peut localiser vraiment. En fait, comme l'onde se propage à une vitesse beaucoup plus rapide, ça peut être de l'ordre de localiser une source à des kilomètres prévus. Après, dans l'air, c'est beaucoup plus proche. Ça va être en général plus de l'ordre du mètre. Je ne sais pas si ça va. Donc ouais, ça dépend du milieu. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a une question. Comment ça marche? Parce que là, vous avez fait un exemple qui est en 2 dimensions, mais comment ça marche quand on est en 3 dimensions en fait? En fait, ça marche à peu près de la même manière. C'est juste que là, en fait, pour représenter, c'est plus simple en 2 dimensions. Donc, on montre vraiment cette sphère, ce cercle qui s'agrandit. En fait, il faut imaginer en 3 dimensions, bah, c'est vraiment une sphère. Donc, il va y avoir 3 sphères qui vont se rencontrer entre elles. Et en fait, au lieu d'avoir le triangle, on aura à la place de forme pyramide. Et ce sera pareil, ce sera la précision. Je ne sais pas si ça va vraiment. En fait, il faut vraiment juste tracer qu'au lieu d'avoir un triangle, on a une sorte de pyramide.
pyramide. Et sinon, pour le retournement temporel, normalement, ça va vraiment converger en un point. En général, c'est à peu près, il y a une précision très bonne, hein, mais en général, c'est en un point. C'est juste que en 3 dimensions, les calculs sont plus longs et là, c'était plus dur à représenter, c'était plus sympa en 2D. Je réponds à ta question. Est-ce qu'on sait comment les animaux marins localisent la source des sons? Alors, comment les animaux marins excusez-moi, localisent des sources? Les mammifères, comment les mammifères marins, comment ils localisent la source? Alors, moi, personnellement, je travaille sur le cachalot. Donc, le cachalot, ça va émettre des clics, qu'on appelle des clics d'écolocalisation. Un peu comme les chauves-souris, en fait, c'est des sons impulsionnels qui vont être produits et en fait, l'écho qui va revenir vers eux et qui vont analyser, ça va être un peu comme une image de leur environnement. Donc, c'est grâce à ça qu'ils vont réussir à voir leur environnement et à localiser leur proie et autres sources. En fait, typiquement, c'est aussi ce qu'on utilise en échographie. C'est exactement le même principe, c'est on envoie une onde et on attend les échos et de ça, on en déduit ce qu'il y a devant nous, en fait. C'est le même principe. Oui. Peut-être avoir le temps d'une toute dernière question. Ouais. C'est où votre terrain d'expérience? Vous avez des cachalots en laboratoire? Non, c'est sur le terrain directement. En fait, on utilise des hydrophones qu'on place directement en mer pour pouvoir enregistrer tous les sons qui s'y passent. Donc il y a tout un tri des données aussi à faire, parce qu'il n'y a pas que du cachalot. Enfin, moi je travaille plus sur le cachalot, mais on peut avoir de l'orque, du dauphin, toutes sortes d'autres sons, même anthropiques, avec des bateaux et autres. Donc après il y a tout un tri de données à faire, mais non, c'est pas en labo. On n'a pas encore. Il y a un cachalot dans le labo. Merci à vous deux. La vidéo s'est super bien passée. Aucun souci. On peut les remercier encore. C'est apprécié. On va vous abandonner. Donc si vous pouvez revenir sur la vidéo pour la remise des prix à la fin. Ok? Allez, à tout à l'heure. Il me semble avoir remarqué qu'on avait reçu les résultats de l'expérience de tout à l'heure. Ah, du coup, ça donne quoi? Ça donne quoi? Eh bien... Eh bien, on avait raison. Tu peux leur dire. Vas-y. Non. Oui, les hommes ont été en moyenne un peu plus rapides que les femmes. Mais les résultats, là, ils sont très loin d'être significatifs. Hein. Ouais, mais le résultat, il va dans notre sens. C'est ça qui nous importe. Allez, dis-leur. Eh bien, les hommes sont plus réactifs que les femmes. J'avais raison. Ah, vraiment? Et c'est quoi la p-valeur? Ah, tu vois? Tout le monde ne s'en fiche pas. C'est important de vérifier que les résultats sont significatifs. Mais personne ne comprend ce que c'est que les p-valeurs. T'exagères. C'est pas si compliqué que ça. Regarde. Là, on a une p-valeur à 20%. Ça veut dire que si au lieu de séparer les gens en un groupe de femmes et un groupe d'hommes, on avait séparé les gens en 2 groupes de façon aléatoire, eh ben, il y avait 20% de chance pour que la différence de réactivité entre les 2 groupes soit plus importante que la différence entre les hommes et les femmes. En bref, il y a de très fortes chances pour que la différence qu'on observe ici, elle soit simplement due au hasard, plutôt qu'à une vraie différence entre les hommes et les femmes. En règle générale, si la p-valeur est supérieure à 5%, on ne peut pas en dire grand-chose. Alors, la p-valeur, je vais vérifier, il faut que je fasse des calculs, je suis pas bien sûr. Non, on ne revérifie rien du tout, on en est sûr. C'est pas significatif, on ne peut rien en tirer. Non mais les calculs, ça se manipule, hein. Bah, tiens, regarde, là, on a un garçon qui a les cheveux longs. On n'a qu'à dire que l'algorithme, il a cru que c'était une fille. Et puis pouf, on le passe dans le groupe, et la différence entre les 2 groupes augmente. Non mais quoi? Et là, il y a tout un groupe de garçons. Ils ont tous été lents. Je pense qu'ils n'ont pas bien vu quand j'ai tapé du pied. Hein. Du coup, on ne peut pas les inclure dans l'étude, hein. Ils sont pas représentatifs. On ne peut
pas choisir qui on inclut dans l'étude et qui on n'inclut pas dans l'étude en fonction de ce qui nous arrange. Sinon, bien sûr, on peut montrer n'importe quoi. Non, les critères d'inclusion, ça se décide avant. Alors, si j'exclus cela, je passe celui-là. Quoi ? Non, mais quoi? Non. Hop, je refais le calcul. Pif, paf, pouf. Les hommes sont plus réactifs que les femmes. P-valeur égale 4,9%. Tu te rends compte que tu viens de trafiquer des résultats, là. Tu viens de le faire devant tout le monde. Je n'ai pas trafiqué les résultats. Disons que j'ai juste clarifié les choses. Bon, maintenant qu'on a des résultats significatifs, tu n'irais pas nous écrire un article histoire qu'on publie tous nos résultats? Je n'approuve pas tes méthodes, donc non, je ne vais pas l'écrire cet article. Rappelle-moi, t'es doctorant? Oui. Tu passes une thèse, et pour la valider ta thèse, tu dois écrire des papiers, des articles. Tu dois l'écrire cet article. Je te le conseille. Mais je vais pas... Bien. Pendant ce temps, je vous invite à regarder le deuxième film de Science en cours, qui s'intitule Chape le type, et qui est réalisé par Théo, Olivier et Clara. Lorsque l'on observe des familles, la ressemblance entre les enfants et leurs parents est frappante. C'est un phénomène que l'on retrouve aussi chez des espèces inférieures ou domestiquées. Je suis sûre que vous m'avez adopté. À la télé, ils disent que les enfants ressemblent à leurs parents, mais moi je vous ressemble pas du tout. Mais non, calme-toi. C'est vrai qu'on ne se ressemble pas beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tes parents. Je vais t'expliquer. Ça, c'est toi. À la base des poils de ton pelage, il y a des cellules spéciales qui ont fabriqué des pigments et donc te donné ta couleur. Dans ces cellules, il y a de l'ADN, réparti en plusieurs paires de chromosomes. C'est ton ADN qui détermine la couleur de tes yeux, ton groupe sanguin, etc. Hein? Mais c'est trop petit, moi je vois rien du tout. Comment tu fais pour savoir ce qu'il y a là-dedans? Pour ça, on a besoin de machines appelées séquenceurs, qui vont nous donner l'information qui est contenue dans l'ADN. Comme les molécules d'ADN sont trop grosses pour être séquencées d'un coup, la machine va nous donner l'information par morceaux d'ADN. Parfois, on va avoir différentes versions pour un même gène. Ce sont des allèles. C'est ce qui permet d'expliquer par exemple que tous les chats n'ont pas la même couleur. Et c'est écrit où les infos sur ma couleur de pelage? En fait, pour ça, il y a plusieurs gènes qui interviennent. Tiens, ces deux-là en font partie. Si on regarde l'ADN de ta maman, on retrouve les allèles qui correspondent à la couleur chocolat. Et pour moi, les allèles qui me donnent ma couleur grise. Oui, mais votre pelage, il est pas partout marron ou partout gris. Ça marche pas ce que tu me racontes. C'est parce qu'il y a un autre gène qui détermine si le pelage contient des zones blanches. Pour ce gène, ta maman et moi, nous avons les mêmes allèles. Par contre, nous n'avons pas les mêmes allèles pour cet autre gène qui ne détermine pas la couleur, mais qui fait que ta maman a les pattes un peu... Bah tu vois, c'est bien ce que je disais. Mes allèles ne sont pas les mêmes que les tiens, ni que ceux de maman. Attends, j'allais t'expliquer le point le plus important. Tu as dû remarquer que les extrémités de certains morceaux d'ADN séquencés se ressemblent. On va pouvoir s'en servir pour assembler des morceaux et reformer les chromosomes. Ouais, ok. Mais ça change quoi d'avoir fait ça? Eh bien tout à l'heure, je t'ai expliqué que chacun de tes chromosomes était présent en 2 exemplaires. On dit aussi 2 haplotypes. C'est parce que pour chaque chromosome, tu as hérité d'une des copies de ta mère et une de moi. Maintenant, si on regarde les chromosomes qu'on a reconstruits tout à l'heure, les 2 gènes qui déterminent la couleur principale du pelage sont sur des chromosomes différents.
donc ils se transmettent de façon indépendante. En revanche, les deux autres gènes sont sur le même chromosome, donc ils sont transmis en bloc. S'ils avaient été sur des chromosomes différents, tu aurais pu être comme maintenant, mais avec les petites pattes de ta maman. Ou encore, avoir ta taille actuelle, mais être quasiment tout blanc, ce qui est impossible en réalité. Ah, mais c'est simple alors. On a chacun des allèles qui nous donnent des caractéristiques particulières. Et de nouveaux caractères peuvent apparaître chez la descendance. Mais parfois, connaître seulement les allèles, ça suffit pas. On a besoin de connaître les haplotypes pour bien comprendre comment les gènes sont transmis. Oui, mais là, c'était un cas simple. Mais par exemple, quand on étudie les maladies génétiques qui peuvent être favorisées par certains allèles, il peut y avoir beaucoup plus de gènes à prendre en compte, et chacun de ces gènes peut avoir plus de 2 allèles. Il y a aussi des espèces qui ont plus que 2 copies pour chaque chromosome. Et puis, il y a parfois des erreurs de séquençage, qu'on a souvent du mal à distinguer des allèles, et puis on n'arrive pas toujours à assembler des chromosomes. Mais t'en fais pas, les humains ont des thésards pour bosser là-dessus. Sarah et Olivier à la sur scène. On va faire une séance de questions-réponses un peu plus traditionnelle, sans vidéo. Alors, je vais d'abord, traditionnelle question, de demander s'il y a des gens dans le public qui ont des questions. Donc, c'est moi-même. Ouais, on a déjà une question là-bas. Le micro arrive. Désolé, pas de problème. Je vais faire ça. Donc déjà, votre sujet d'étude, c'est le chat ou est-ce que c'est juste pour l'exemple? Alors, je n'ai pas de sujet d'étude bien défini pour l'instant, ce sera sans doute plutôt les plantes, parce que c'est des cas plus compliqués. C'est un peu plus fun de montrer un chat qu'un épi de maïs pendant 5 minutes. Que les gens vont préciser que ce qui est vulgarisé dans ce film, c'est ton sujet de recherche à toi. Oui, c'est mon sujet de thèse. Donc je vais travailler à la reconstruction d'haplotypes pour dans les cas complexes qu'on a rapidement évoqués à la fin. Et, ensuite, je ne sais pas si Théo et Olivier veulent présenter rapidement leur sujet à vous. On m'entend? Du coup, moi, je travaille aussi sur l'ADN. À un moment, on voit un gros tas de morceaux d'ADN belge. Et en fait, moi, je cherche à identifier des variations entre les individus à partir de ces ensembles de morceaux d'ADN. J'ai un tas de morceaux pour chaque individu et j'essaie de trouver des variations dans ces ensembles. Alors moi je ne vais pas bosser directement sur l'ADN et sur les gènes, je vais bosser sur... chacun de ces gènes peut être exprimé en protéines, et ces protéines elles vont faire plein de choses dans les cellules, à l'extérieur des cellules, et elles vont faire à partir de certaines régions bien spécifiques. Et le boulot de ma thèse c'est de chercher ces régions et d'essayer de les identifier pour savoir dans quelle fonction elles sont impliquées. Voilà. Du coup, est-ce qu'on a une question d'un public, c'est génial. Si j'ai bien compris, il y a un gène qui serait porté par le chromosome XY, qui fait qu'il y a des gens qui réalisent vite et d'autres qui réalisent pas vite, c'est ça les gens. Ça c'est un autre sujet. L'étude n'est pas encore publiée, on attend les résultats. Ouais, l'article est en cours d'écriture. Peut-être une autre question. J'ai une question un peu plus pour revenir sur le chat du coup. Pour revenir sur l'exemple du chat, en fait à la fin il n'a pas vraiment été prouvé que c'est ses parents. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment prouver que ses parents sont ses parents? Qu'est-ce qu'on fait en vrai pour ça? Alors, un test ADN, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être fait pour les élevages de chats, mais c'est peut-être un peu compliqué. Effectivement, là, ça ne permet pas de prouver effectivement que c'est bien leur fils. Mais si on prenait le problème inverse, par exemple, si le chat avait été tout blanc, comme un des exemples qu'on avait montré, et bien là, avec les haplotypes, on aurait pu dire non, ça ne colle pas avec les haplotypes de ses parents, donc il a sans doute été adopté. Donc c'était. Il n'a pas trop envie de faire un film de 5 minutes sur un chaton qui apprend qu'il a été adopté. Donc voilà, on va supposer que c'était bien ses parents, que son père a profité pour lui inculquer une culture scientifique.
Et donc là, vous avez fait tout un film en dessin animé. Et donc, est-ce que vous aviez déjà fait des dessins animés avant? Vous avez complètement découvert ça? Alors, pas du tout. Et c'est pas simple. Très long. Ça donne souvent. Mais c'est une bonne expérience en tout cas. Ouais, j'imagine, en plus, il y a plein de petites animations autour, dans les yeux, les chats et tout ça. Ça a dû prendre du temps à faire. Une nuit. Ouais. Si vous y estimez à peu près combien de temps ça vous a pris ce film, vous avez une idée ou... J'ai regardé un peu les logs ce matin. En gros, on a passé 2 mois pour faire le scénar, mais on a pas mal laissé traîner, un peu avec l'excuse de Covid qui abonde. Ensuite, pendant 2 semaines, il y a Olivier, qui est à peu près le seul de nous qui s'est dessiné, qui a fait des prototypes pour les personnages. Et sur les 2 semaines dernières, on a fait l'animation. Donc là, on faisait un petit peu un relais avec si on a qui a 5-6 heures et qui n'a pas besoin de dormir cette nuit, on a fait l'animation. Voilà. Donc, le laps de temps était assez court, le nombre d'heures était assez conséquent. Ouais, ça calme beaucoup. Je reviens vers le public. Est-ce que d'autres questions dans le public? Peut-être. Du coup, vous êtes tous les trois sur le domaine de la bioinformatique. Donc ça, si vous vouliez résumer très rapidement ce que c'est que la bioinformatique pour les gens qui sont là. Je dirais que c'est de la biologie pour les flemmards et qui veulent faire ça avec de l'ordinateur. C'est traiter les grosses données biologiques qu'on ne pourrait pas traiter à la main avec des programmes informatiques. Ok, très bien. Pas de dernière question du public? On va vous remercier encore une fois. Voilà. Attends les résultats de la publication de notre article. Ah bah, Didier? Ouais? Je crois bien pour les versions. Ah, donne. Alors, madame, monsieur, nous vous remercions pour la soumission de votre article et de la confiance que vous accordez à notre journal. Cependant, nous avons le regret de vous annoncer que nous ne retiendrons pas votre soumission. Comment ça, le papier n'est pas accepté? Eh, j'ai rien fait, toi, ça t'intéresse pas? Je le savais que ça passerait pas. Je le savais. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils disent les relecteurs? Sur la forme, l'article est bien écrit. Ah, ça c'est moi. Sur le fond, la méthodologie est à revoir. Ça, par contre, c'est nous, hein. Oui, bon, c'est sûrement des Parisiens prétentieux qui sont contre les Bretons, hein. Mais c'est anonyme, hein. Ils savent pas qu'on est Bretons. Ou alors c'est juste des vendus pour big féminisme. Je sais pas, moi. Il dit quoi, le deuxième relecteur? Deuxième relecteur, l'échantillon est trop petit. Les critères d'inclusion mal spécifiés et non respectés. L'expérience est non reproductible. Hop, on a compris, c'est bon, hein. Puis comment ça, l'échantillon est trop petit? Plus l'échantillon est faible, plus c'est significatif, hein. Hein? Mais t'es sûr qu'on a bien suivi en cours de statistique, nous? Bon, tant pis. Si ce journal ne veut pas de nous, on en trouvera bien un qui veut publier notre article, non? Ou alors, on prend en considération les remarques des relecteurs, on recommence l'expérience en améliorant notre méthodologie, non? Ou alors tu te tais. Quoi? Ouh, fait du bien. Bon, maintenant, si tu veux publier ton article, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allô? Ouais. Robert? Ouais, c'est moi, c'est Didier. Ouais. Bon, bah écoute, comme un lundi. J'aurais besoin d'un petit service. Ouais, t'as toujours ton journal Scientific Journal of Scientific Things and Important Stuff? Ouais.
Bah, j'aimerais bien publier un article là. Ouais. Oh, tu peux. Oh, c'est trop bien. Ah, merci. Oh, mais tu sais, tu peux me mettre René en relecteur. Ouais, il m'en doit une. Ouais. Moi, je lui ai accepté un article la semaine dernière. Ouais. Bien, c'est super. Allez, on fait comme ça. Allez, top. Tu raccroches? Non, pourquoi tu raccroches d'abord? Bon. Allez, en même temps. 1, 2, 3. Ah, franchement, heureusement que je suis encore là pour faire de la recherche. Donc, ceci conclut l'édition de Sciences en cours de cette enfin, pour ce qui est de la diffusion des films, en tout cas. Nous allons maintenant passer à tout ce qui est vote. Donc, je vais inviter le jury à délibérer. Donc, on va vous trouver un endroit pour délibérer. Ouais, ça marche. Et messieurs le jury, je serai reconnu jusqu'à la salle de décision. Et pendant ce temps, nous, on va voter avec Klaxoon. Parce que vous avez déjà utilisé Klaxoon. C'est une application et un site web qui va vous permettre de voter pour votre film préféré. Donc, je vous invite à rejoindre le site web klaxoon.com et vous pouvez rentrer le code qui est indiqué sur vos programmes. Il y a un code, il y a toute une URL et à la fin il y a les derniers caractères. Moi je veux bien lever la main, je suis très Mathieu, active. est-ce que tu pourrais couper le s'il te plaît? Ouais. Et est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de smartphone pour voter? Ouais. Alors, où est-ce qu'on a mis les questions? Alors, je vais vous distribuer les questions là. Alors, levez bien haut la main ceux qui n'ont pas de smartphone pour voter. Oui, mais soyez pas trop rapide. Vous avez déjà dit.
papiers. Je vais vous inviter à plier les papiers. Mesdames et messieurs, vous avez tous et toutes eu un joli petit programme. D'ailleurs, la fiche qui est dessus et la fiche de 60 tours ont été réalisées par Grégoire, qui est à la régie de la route. Donnez un applaudissement pour Grégoire. Alors, il faut savoir que, je dois savoir, est-ce que tout le monde, adulte comme enfant, a son petit planning avec son petit numéro dessus? Vous avez chacun un numéro. Actuellement, vous êtes 79 dans le public. 79 avec le jury. Bon. Alors, voilà, on va vous attribuer un petit mot surprise pour ceux qui seront tirés au sort avec ces numéros sur ce programme. Vous êtes 79, j'ai 200 numéros. Vous comprenez que vous en jetez beaucoup. Bien sûr, c'est pour faire patienter, mais ça commence mal, numéro 179. J'ai dit que vous étiez 79. Haha. Le premier numéro gagnant, alors il va y en avoir 10, c'est ça 10 ou 12, je ne sais plus. Je vois. Le premier numéro est le numéro 73. Qui a le numéro 73? Alors je t'invite à venir ici. On se déplace nous? D'accord. Je vais mettre donc c'est nous qui déplaçons, c'est nous qui faisons le 60, c'est beaucoup. Alors chaque lot que vous allez gagner provient d'un de nos partenaires, bien sûr. Le second numéro, alors on va rester avec les 9 ce soir, le 59. Je te donne le numéro. Ça va être 600 pour moi. Tiens, le 59. Je peux déjà faire le tir dessus. Ah. Le numéro suivant est le numéro 72. Madame en haut. En bas. Soupçonne. Mélange total. Le 125, celui-là il est un peu trop loin. Le numéro 55. Avec un système de boules, ça aurait été pas mal. 111, non? Allez remplir la salle. 164. Ah, il est pas mal. Le 18. Il y a le numéro 18.
Finalement, je ne sais pas de son numéro. C'est chaud. C'est chaud. Et le 37, il est pas mal aussi. Il en reste combien, Raphaël? Ok, donc on continue. 97, c'est trop haut. On va rester dans les 20. Le 24, comment? Il y a les deux DVD. Et bien, je les donnerai à la fin. 24. 24. Ouais. Ça manque un peu de réactivité. Du coup, le dos suivant. L'eau un peu plus volumineuse. Le 56. Et le dernier numéro ne sera pas celui-là. Ni celui-ci, le 169. Ah, il intéresse bien. Bon, je trouve que c'est un joli chiffre. Le 10. Voilà, ce sont des lots, comme je disais, offerts par nos partenaires de Sciences en France. Comment elles sont? Bon, on va passer au dernier film. Je vais aller voir le jury, voir comment ça se passe. Alors du coup, il nous reste un film à vous diffuser, parce que je vous ai dit que le festival existait également à La Rochelle. Et du coup, il nous reste à vous diffuser le film qui a remporté le prix de la vulgarisation à La Rochelle, qui est donc un film qui parle de transfert d'énergie, et pourquoi on a du mal à faire du sport quand il fait chaud, et tout ce genre de questions-là. Donc je vous laisse avec ce film-là, le temps qu'on dépouille et que le jury termine de voter. Alors, sportif du dimanche, on est à bout de souffle? Tu veux une glace pour te rafraîchir? Je comprends pas, il y a 2 jours j'ai fait le même chemin, à la même allure, et j'avais pas les mêmes sensations. Mais attends, t'as pas vu l'actualité? Bah non. Vendredi 18 septembre, aujourd'hui, dans la dépêche d'Onis, une alerte météo sur tout le territoire français est lancée. Bonjour, la canicule de 2020 est une des canicules les plus sévères jamais enregistrées en France. Toujours plus intense, toujours plus fréquente, toujours plus longue. Les prédictions fortes de nos scientifiques sont sans appel. Feux de forêt, fonte de glace, sécheresse, les conséquences des fortes chaleurs sont toujours plus nombreuses et dramatiques. Planète Actu fait le point aujourd'hui sur les vagues de chaleur marine. Des températures anormalement élevées pour l'emplacement et la période de l'année, durant au minimum 5 jours et allant jusqu'à plusieurs mois, s'étendant parfois sur des kilomètres. Et sans transition, des bancs de moules échoués sur la plage non loin de Vimereux dans le nord de la France. Ces événements de mortalité massive sont de plus en plus fréquents.
La vague de chaleur marine de cette année 2018 n'est pas innocente. Les vagues de chaleur marine toujours plus inquiétantes pour les écosystèmes. Et alors? Quel est le lien avec ma forme physique? La bioénergétique. La bio quoi? Allez, c'est parti, je t'explique. Nous avons tous d'abord besoin d'énergie pour nous maintenir en vie, c'est-à-dire respirer, faire battre notre cœur, digérer. L'énergie restante, elle nous sert pour d'autres activités non obligatoires comme l'activation de nos muscles lors d'activités sportives. L'énergie en question nous est fournie par la molécule d'ATP. Une molécule d'ATP, c'est quoi? Les nutriments présents dans tes aliments ou tes réserves sont le carburant du métabolisme. Le sang va transporter ces molécules jusqu'aux cellules pour y être dégradées. Ici, il y a différentes voies de réaction chimique qui vont être mobilisées dans plusieurs compartiments de ta cellule pour produire la fameuse molécule d'ATP et de la chaleur. En résumé, on transforme l'énergie chimique des glucides, lipides et protéines qui nous viennent des aliments en énergie mécanique pour, par exemple, courir. Maintenant, je sais d'où me vient l'énergie pour courir et respirer. Mais tu m'as toujours pas dit pourquoi je suis plus fatigué sous cette chaleur. Bon, tu as vu que tu produisais de la chaleur et tu en produis d'autant plus quand tu pratiques une activité physique car tu as besoin de plus d'ATP. Pour autant, notre température interne est stable et optimale autour de 37 degrés, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse grand soleil. Bon, c'est parce que notre corps est capable de réguler notre température interne en produisant et en évacuant de la chaleur. Là où ça se corse, c'est que cette thermorégulation, elle a des limites. Une météo comme aujourd'hui, combinée à une activité sportive intense, a provoqué ta surchauffe. Tu n'es plus capable d'évacuer la chaleur correctement, quoique, et tu as mis à mal ta machinerie métabolique. Et donc, badaboum, avec une production d'ATP diminuée, tes performances chutent. En gros, ton corps te force à ralentir. Ok, je comprends mieux maintenant. Mais comment ça se passe pour les poissons dans l'eau alors? Ça, c'est tout le sujet de ma thèse. Bon, pour les poissons, c'est presque pareil à une différence près. Eux ne thermorégulent pas, ils calquent leur température interne avec l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et ça module leur métabolisme. Maintenant, lors d'un changement brutal de température, comme lors d'une vague de chaleur marine, ça pourrait très vite poser un problème pour leur performance de nage et leur métabolisme. Et alors, comment tu fais pour mesurer la performance de tes poissons? Pour répondre à ta question, il faut retourner voir notre âme surfer qui s'est transformé en un joli panier de petits aliments dont les mulets sont friands. Ok, je te disais que cette production d'ATP, elle est essentielle pour la survie et les activités de ton poisson. Pour la produire, il faut des nutriments, mais ce n'est pas tout. Il faut également de l'oxygène. Si cette molécule est disponible, c'est celle qui sera majoritairement utilisée par le métabolisme pour fabriquer de l'ATP. Donc à ta question, comment tu mesures la production de ton poisson face à une vague de chaleur marine? C'est en mesurant sa consommation d'oxygène, et ici, en plein effort. Alors là, on est dans la salle de machine, c'est longtemps. Wow, si tu veux bien Margot, je reprends la main. Cette grosse machine ici, c'est notre tunnel de nage. Là, c'est le poisson. Il nage à contre-courant à une vitesse qu'on lui a imposée et qu'on augmente par palier grâce à ce boîtier qui contrôle le moteur. À chaque palier de vitesse et jusqu'à l'épuisement du poisson, on mesure la consommation d'oxygène grâce à cet appareil en dessous de l'ordinateur qui récupère les données. Bon, les résultats qui sortent sont assez bruts, mais après traitement et dépoussiérage, ce challenge de nage nous amène des éléments de réponse sur comment le mulet dépense son énergie pendant et après une vague de chaleur marine. Ok, c'est bien, mais à quoi ça sert tout ça? Mais c'est super important. Imagine, pendant une vague de chaleur marine, ton poisson dépense déjà beaucoup d'énergie rien que pour se maintenir en vie. Tu peux alors te demander s'il en aura encore suffisamment pour chercher de la nourriture, fuir devant un prédateur, migrer pour aller sur son lieu de reproduction. Et si on veut aller plus loin, c'est toute la chaîne alimentaire qui pourrait être impactée jusqu'à l'homme. Bah oui, si la population de cette espèce diminue, pense à l'effet cascade. Le mulet, c'est la proie d'un prédateur, qui est la proie d'un prédateur, ainsi de suite jusqu'à celui qui est au top de la pyramide alimentaire, l'être humain. Download complete. C'est l'heure. C'est l'heure. Mais t'es sérieuse? Depuis tout à l'heure, tu me parles de ton projet, et là, tu me donnes pas les résultats.
Et au sportif du dimanche, avant même de penser à tirer quelconque conclusion, faudrait faire des études complémentaires comme, je sais pas moi, des études comportementales. Et tu penses pouvoir réussir à tirer des conclusions? Ah bah ça, j'ai toute une thèse pour pouvoir y arriver. Bon, c'est super intéressant tout ça, mais moi je vais aller me baigner. Non mais attends. Quoi? Tu viens de te crémer? Bien sûr. Mais t'as pas vu l'actualité? À la une de l'hebdomadaire Le Rayon X, on apprend que votre baignade de cet été est responsable d'un relargage massif des crèmes solaires sur le littoral. Des composants de la crème solaire, les filtres UV ont été retrouvés dans les fluides corporels. Filtres UV, fléau pour les écosystèmes? Un titre fort, mais juste. De nombreux travaux scientifiques ont déjà établi les impacts négatifs de ces composants sur les organismes terrestres et marins. À la une, la décision forte d'Hawaï. Les crèmes solaires contenant des filtres UV déclarés comme dangereux sont interdites à la vente. Et alors? Et alors imagine, de la crème solaire et une vague de chaleur marine. Deux stress qui peuvent arriver au même moment et avoir une influence sur les performances de nage et métaboliques des poissons. On peut se demander si ces stress vont se combiner, c'est-à-dire s'additionner, s'annuler, se multiplier. C'est exactement le genre de questions auxquelles on va tenter de répondre ces 2 prochaines années. Je m'adressais à la régie pour savoir si on a le prix du public, qui est connu. Oui? Très bien. Alors, comment est-ce qu'on va l'annoncer? Est-ce que vous pouvez l'annoncer au micro de... Ah non, tu descends avec une enveloppe? Très bien. Alors, on fait un petit roulement de tambour. Le prix du public revient au film Le Chapleautype. Je crois que le jury est arrivé, on va les inviter en même temps. Donc on vous remet le clap du prix du public. Ainsi je sais plus où est le bon sac on le verra en temps et nous on va inviter maintenant le jury qui souhaite prendre la parole au mot du corps. Non, là, beaucoup, attendez. Bon, de toute façon, non, c'est certain. Vous êtes peut-être là, enfin, du coup. Qui souhaite parler? Pour le prix du jury, je ne sais pas si c'est par souci d'équité ou pas, mais en tout cas, on l'a attribué à Milan et Fabio pour le meurtre. Obscur. Voilà. Un grand. Je crois qu'on ne peut plus garder, parce que j'avais peut-être quelques questions. On se verra, vous allez parler un peu fort. Est-ce que vous avez des remarques sur la soirée Oui, la nourriture était très bonne. Très bien. Les films vous ont plu? Oui. Très bien. Bien. Je pense que c'est le moment pour nous de remercier plein de monde. Donc commençons par le jury, parce que vous êtes là. Donc encore un merci à vous. Merci
au Diapason de nous accueillir ce soir. Donc, merci etc. Je ne vais pas dire que je suis exhaustif là-dessus. Merci aux formateurs qui ont formé les réalisateurs qui sont là, et donc Milan et Fabio également, à apprendre à vulgariser, à faire des films, ce que c'est que le droit d'auteur. Donc on a Julien Le Bonheur, qui est présent ici, Gilles Répet et tous les organismes qui nous ont filé de l'argent, toutes les thunes. Du coup, il y a l'Université de Rennes, il y a Rennes Métropole, il y a la Fondation Rennes et le pôle doctoral de Rennes. Et j'espère que je n'en oublie pas. Merci à eux, parce qu'on ne pourrait pas faire ce festival sans... Tous les partenaires qui ont fourni les lots, qui sont encore sur le bas des affiches. Et qui sont aussi les lots que vous avez reçus dans les enveloppes, pour ceux qui en ont reçu. Qui est-ce que j'oublie en remerciement? Je pense que c'est bon. Et bien sûr, merci à vous, public. Un tonnerre d'applaudissements pour les réalisateurs. Une année un peu particulière parce que le Covid a été obligé. Et du coup, j'aimerais qu'on dise merci à Raphaël, qui est le président de Nicomac, parce qu'il a fait un boulot monstre aussi. À j'aurais rien fait sans Nicolas et Grégoire, qui est la régie là-haut. J'étais à trois sur ce projet. Surtout, merci aux réalisateurs qui ont réussi à tenir jusqu'au bout, malgré les difficultés, les visios pour se former. Et je crois qu'on a Milan et Fabio en ligne. C'est vrai? Ah, oui, effectivement. Du coup, je vais vous mettre le son sur l'ordinateur, on va voir si la salle entend, parce que ça va être compliqué de remettre la... Du coup, vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu que vous avez reçu le prix du jury. Vous avez aussi, parce qu'il y a une séance cet après-midi avec des lycéens qui venaient regarder les films et voter aussi comme vous avez voté. Et ils avaient également voté pour votre film, Milan et Fabio. Donc félicitations à vous. Je suis pas sûr qu'on vous entende sur scène, mais... Le jury qui vous fait beau. Et si vous n'oubliez rien, je pense que je peux vous libérer. Alors attention, la sortie se fait sur votre droite. Comment? Ah oui, parce que je ne le trouvais plus, mais... Moi c'est peut-être. Alors on remet le prix du public, bien sûr. C'est un dernier truc, oui. Merci à notre jury d'avoir remis le jury. Merci d'être venu, d'avoir accepté d'être le jury de cette édition 2020 du Festival Sortant. Si vous avez des doctorants dans la salle, les inscriptions pour l'année prochaine sont ouvertes. Donc sciencesencours.fr et vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. Et encore merci à vous.